Mon autre erreur était de dire que c'est une guerre par procuration. C'est certainement une guerre par procuration, avec les États-Unis et l'OTAN étant les premiers à déstabiliser la région avant la guerre. Ils ont provoqué la situation et ont entravé la paix depuis le début. Fondamentalement, ils ont créé une situation où les Ukrainiens sont censés se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est la seule direction vers laquelle cela se dirige. L'idée que la Russie est en train d'être vaincue est absurde. Cela pourrait être un problème important pour la Russie. Certaines personnes pourraient soutenir qu'il le mérite et qu'il ne devrait pas l'avoir commencé en premier lieu. C'est un point valable, mais considérez les implications de cette déclaration. Ce que vous dites vraiment, c'est que les gens ordinaires en Russie devraient en payer le prix. Les gens ordinaires en Europe et, surtout, les Ukrainiens ordinaires seront ceux qui subiront le plus les conséquences de cette guerre. Ils seront exposés aux balles, aux tanks et à tout le reste. Les Russes ordinaires et les personnes prises au piège en Crimée ou ailleurs seront également de plus en plus touchés. Bonjour. C'est Pascal, et je suis de retour avec Claire Daly. Toute personne intéressée par la paix devrait la connaître maintenant, je crois. Elle est une fervente défenseuse de la paix et de la démocratie. Elle est membre du Parlement européen. Claire est irlandaise. Elle était également membre du Parlement irlandais. Mais maintenant, elle est à Bruxelles. Elle a gentiment accepté de parler à nouveau. Merci beaucoup, Claire, d'avoir pris le temps une fois de plus. Content de parler à nouveau. Claire, laisse-moi commencer par cette question. Que se passe-t-il avec l'Union européenne? Pourquoi est-ce que la seule chose que nous entendons de l'UE concerne davantage de sanctions, davantage d'armes et davantage de confrontations, mais pas de propositions de paix? À ce stade, même la Turquie a une meilleure histoire en matière de tentatives de médiation diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Que fait, ou ne fait pas, l'Union européenne? Oui, je veux dire, je me pose cette question tous les matins. C'est clairement contraire aux intérêts des citoyens de l'UE de maintenir cette position. Cela ne prend même pas en compte les peuples de l'Ukraine ou de la Russie. J'ai trouvé intéressant qu'Angela Merkel se soit exprimée à nouveau la semaine dernière. Elle a déclaré que nous ne pouvons atteindre la paix en Europe que si la Russie est impliquée. Cependant, elle a été vivement critiquée pour cette opinion. Les critiques sont ce que j'appellerais des vatés en guerre europhiles. Mais en réalité, ce sont des vatés en guerre atlantistes. Ils ont complètement influencé la plupart des dirigeants politiques de l'UE. Cela diffère des opinions de leur population. Les États-Unis les ont complètement influencés, et ils semblent suivre l'exemple des États-Unis et de l'OTAN au lieu de faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire protéger leurs propres citoyens dans leur propre pays. C'est extrêmement alarmant. Je pense que cela reflète la nature faible de la Commission européenne actuelle. Ils ne sont pas très influents, dirigés par Ursula von der Leyen, et beaucoup des commissaires ne sont pas non plus très influents. Il y a des dirigeants anti-Russie très passionnés dans certains États baltes et en Pologne. Cela influence ce qui étaient autrefois les États plus petits de l'Union européenne pour maintenant fixer l'agenda diplomatique que les autres doivent suivre. Nous avons pris un chemin très effrayant, et cela n'est clairement pas dans l'intérêt des peuples d'Europe. Depuis notre dernière conversation en avril, vous vous êtes vivement opposé à toute livraison supplémentaire d'armes à l'Ukraine. Vous avez récemment voté sur une résolution, je crois que c'était la semaine dernière, qui appelait à encore plus d'armement. Vous avez de nouveau été critiqué pour ne pas condamner suffisamment la Russie. Cependant, je pense que cette critique est injuste. Vous avez clairement exprimé à plusieurs reprises votre condamnation ferme de l'invasion de l'Ukraine. Si je comprends bien, vous avez proposé un amendement à la résolution. Cet amendement suggérait de rechercher la paix par le biais de négociations et de plaider en faveur de la neutralité de l'Ukraine. Il s'agit de l'une des premières, voire peut-être la seule, proposition sérieuse de neutralité que j'ai vue du côté occidental. Cependant, elle a été largement rejetée, du moins d'après ce que j'ai lu dans les journaux. Pourriez-vous expliquer de quoi parlait cette résolution? Il y a eu quelques amendements, qui étaient assez intéressants. Vous avez tout à fait raison que nous avons fait face à des critiques. C'était en effet une résolution importante. Cependant, ce n'était pas une résolution condamnant l'escalade russe. Par conséquent, nous ne pouvions pas voter contre car ce n'était pas à propos de cela. Au lieu de cela, elle se concentrait sur l'escalade russe et comprenait 25 paragraphes. Certains de ces paragraphes condamnaient la Russie pour son annexion récente et ses référendums, entre autres choses. Nous avons soutenu ces paragraphes.
Cependant, nous n'avons pas soutenu les paragraphes qui appelaient à davantage d'armes et d'armement, y compris l'envoi de chars Léopold. Ces paragraphes précisaient même les types d'armes envoyées. Ils appelaient également à davantage de sanctions, que nous n'avons pas soutenues. Donc, nous allons répéter toutes les politiques qui n'ont pas fonctionné au cours des 7 derniers mois. Curieusement, il y avait des phrases suggérant que les pays hésitants, qui sont censés être neutres comme le mien, devraient soutenir cette activité militaire. Bien qu'il n'ait pas été neutre, mais c'est une autre histoire. Étonnamment, nous avons eu un amendement. Cependant, il ne s'agissait pas de la neutralité de l'Ukraine. Au lieu de cela, il s'agissait d'un appel au Parlement pour soutenir un dialogue pour la paix et faire tous les efforts nécessaires pour mettre fin immédiatement à la guerre. Cet amendement a été rejeté par plus de 400 voix contre 100. Pouvez-vous y croire? Il n'y a littéralement aucune condition attachée. Le Parlement et l'Union européenne font tout en leur pouvoir pour parvenir à une résolution pacifique et mettre fin immédiatement à la guerre. Cependant, il est maintenant clairement évident que les États-Unis et le Royaume-Uni, suivis de près par certains au sein de l'UE, ne veulent pas que cette guerre prenne fin. Ils sont influencés par l'industrie de l'armement, les faucons de guerre de l'OTAN et l'administration américaine. Ces entités semblent parfaitement satisfaites de laisser la guerre se poursuivre à son niveau actuel. C'est un jeu extrêmement dangereux. Il circule un mythe selon lequel nous ne disons cela que maintenant parce que les Ukrainiens sont en train de gagner. Mais la vérité est que nous disons cela depuis le début de la guerre. B. C'est une façon inhabituelle de définir la victoire. Qu'est-ce que la victoire exactement? Ils ont récemment réalisé quelques gains mineurs, ce qui est bien. Les Ukrainiens ont prouvé leur volonté héroïque de se battre et de se sacrifier. Cependant, ils ont déjà perdu des milliers de vies, déplacé des millions de personnes et leur pays est gravement endommagé. La situation risque de s'aggraver en raison d'une escalade russe anticipée. Cela n'est clairement pas bénéfique pour le peuple ukrainien ni pour les 300 individus qui sont contraints de rejoindre l'armée russe. De plus, il y a la menace imminente d'une guerre nucléaire. Si vous considérez cela comme une victoire, alors c'est une définition plutôt étrange de la victoire. Ce n'est pas une victoire. Pour moi, la plus grande déception est, comme vous l'avez mentionné, que je suis irlandais. L'Irlande a obtenu sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies en promouvant nos efforts de maintien de la paix de longue date et notre neutralité auprès du reste du monde. Nous avons reçu le soutien de pays du monde entier pour cela. Maintenant, nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies. À notre grande surprise, une guerre a éclaté en Europe. Alors, quelle est notre réponse? Malgré le fait que nous avons obtenu notre position grâce à notre neutralité, nous nous sommes compromis pour apaiser les vatés en guerre. Nous avons fait des pieds et des mains pour plaire aux États-Unis et à l'OTAN, même si nous ne sommes pas censés être impliqués avec eux. Tout cela parce que nous voulons être perçus comme les Européens les plus conciliants. Je trouve cela choquant. C'est particulièrement surprenant compte tenu de l'initiative prise par le Mexique au Conseil de sécurité des Nations Unies le mois dernier. Malgré la distance de plusieurs milliers de kilomètres, le Mexique, tout comme l'Irlande, a été élu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays ont une histoire de pacifisme et des constitutions qui prônent le règlement pacifique des différends. Le Mexique a proposé une résolution pour un dialogue et des négociations pacifiques. Il visait à organiser quelque chose sous la direction de l'ONU, éventuellement avec l'aide de personnalités telles que le pape, afin de créer un climat de désescalade. L'objectif était de réduire les tensions afin qu'un cessez-le-feu puisse être envisagé. Cela ouvrirait ensuite la voie à de véritables négociations. Cependant, l'Irlande n'a même pas accepté cela. 66 pays de l'Assemblée générale ont soutenu cette idée, dont 3 d'Europe, la Hongrie, le Portugal et Malte. L'Irlande n'a pas accepté cela. C'est assez choquant. Ainsi, les pays qui représentent la majorité de la population mondiale ont soutenu un appel de l'ONU en faveur de la paix. Pourtant, les pays minoritaires dans le conflit, en particulier ceux du camp d'Atlantis, entravent une fois de plus les progrès. C'est effrayant. J'ai du mal à comprendre comment cela se produit. Actuellement, nous avons une faction pacifiste même à l'Ouest. Cette faction pacifiste est inhabituelle car elle est composée de ce que j'appelle la vraie gauche et la droite réaliste. Cela est particulièrement visible aux États-Unis. Par exemple, il y a des personnes comme Jimmy Dore, un individu très orienté à gauche qui vous a mentionné plusieurs fois dans son émission. Puis il y a Tucker Carlson, un commentateur de droite. Tous les deux plaident en faveur d'une désescalade de la situation actuelle.
Ils estiment que c'est trop dangereux et que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple américain. Non seulement les gens en Europe, mais nous avons aussi des alliances improbables, comme Noam Chomsky et Henry Kissinger. Les deux plaident en faveur de la désescalade. Yanis Varoufakis et John Mearsheimer sont du même côté, souhaitant mettre fin à la guerre. Cependant, il existe une faction pro-guerre unidimensionnelle importante qui penche fortement vers le néolibéralisme. Et le Parlement européen, voyez-vous cette convergence de la gauche et de la droite sur cette question? Ou est-ce seulement d'un côté? Comment interprétez-vous cette mentalité selon laquelle nous devons faire la guerre pour atteindre la paix? La situation au Parlement européen est assez similaire, mais encore plus extrême. Nous avons quelques chiffres pour la motion, qui était assez faible. Étant donné qu'il y a plus de 700 députés, le nombre de personnes qui ont voté contre la motion récente et celles qui se sont abstenues était d'environ 50 au total. Ces individus provenaient principalement du groupe de gauche, mais il est important de noter qu'ils représentent une minorité au sein de ce groupe. Peut-être que 50% d'entre eux sont du groupe de gauche. Cependant, l'autre moitié du groupe de gauche a voté en faveur de la motion. Certains membres de l'extrême droite ont également voté contre la motion. Il est intéressant de noter qu'il y a aussi des membres d'extrême droite qui soutiennent fortement la guerre. Donc, je suppose que cela dépend vraiment d'où vient votre pays. Mais certainement, les personnes qui soutiennent le parti de Marine Le Pen votent généralement contre la guerre. C'est également vrai pour Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite en Allemagne. C'est assez intéressant. C'est une réaction au fait que les plus grands partisans de la guerre en Allemagne sont en réalité les Verts. C'est malheureux car ils sont très bons sur d'autres questions. Cela a conduit à une sorte de réaction. Cependant, cela nous mène vers une situation très effrayante. La conséquence est que le juste milieu, le prétendu centre dont on entend tant parler, n'existe pas vraiment. Le centre a échoué. Il semble qu'il se plie simplement aux intérêts de ces think tanks bien établis et à l'emprise des médias par les États-Unis. C'est presque risible. Ils parlent constamment du montant d'argent que la Russie dépense pour financer des groupes politiques en Europe. Le font-ils? Oui, ils le font, mais ce n'est même pas une fraction de ce que les États-Unis dépensent. Les États-Unis ont le contrôle des médias grand public et de l'establishment politique. Maintenant, ils en récoltent les bénéfices. C'est étrange, mais je crois que c'est le résultat de nombreuses personnes commençant à réaliser ce qui se passe. Certaines de ces personnes étaient celles qui étaient sceptiques quant à la réponse de l'État à la crise du Covid, et ainsi de suite. Ironiquement, leur réponse à la guerre est une réaction au totalitarisme croissant en Europe. Les personnes qui doutent de l'ordre politique ou qui sont peut-être enclines à diverses théories du complot réagissent de cette manière. Il est important de noter que toutes les théories du complot ne sont pas incorrectes. Cette réaction est une réaction à la répression de la dissidence et du dialogue par le courant dominant, ne permettant qu'un seul point de vue. C'était similaire pendant la Covid. Si vous posiez des questions, vous étiez immédiatement étiqueté comme anti-vaccin. Si vous remettez en question ou suggérez que nous devrions mettre fin à cette guerre différemment, peut-être par la paix, vous êtes immédiatement étiqueté comme un pantin de Poutine ou un sbire du Kremlin. Les gens réagissent à cela et ils voient que ce n'est pas sain. Je veux dire, comment cela pourrait-il l'être? Comme il l'a mentionné, nous avons été diabolisés et démonisés. Notre plus grand crime, si vous enlevez toute la rhétorique, est peut-être d'avoir une perspective différente sur la façon de mettre fin à la guerre par rapport à ceux qui prétendent vouloir y mettre fin en fournissant plus d'armes. Mais comme je leur ai fait remarquer, ces nouveaux défenseurs de la paix qui n'avaient aucun problème à soutenir les guerres en Afghanistan et en Irak, on ne les entend jamais plaider en faveur de l'envoi d'armes en Palestine ou au peuple du Yémen. Bien sûr, personne ne suggérerait d'envoyer des armes dans un conflit car il est de notoriété publique que cela n'aide pas. L'histoire a été réécrite pour suggérer que c'est le premier conflit où l'envoi d'armes aboutira à un résultat positif. Cependant, nous avons suivi cette approche erronée depuis 7 mois maintenant et nous sommes plus éloignés que jamais d'une résolution. Il y a eu 3 tentatives de négociation entre les Russes et les Ukrainiens. Malheureusement, ces tentatives ont été principalement contrecarrées par l'Occident, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. L'Union européenne porte également une part de responsabilité pour ne pas en avoir fait assez. J'ai été heureux d'entendre Angela Merkel prendre position sur cette question, malgré le mépris qu'elle a reçu. Normalement, je ne m'alignerai pas politiquement avec elle, mais j'ai apprécié sa position sur cette question. Le pape est resté silencieux sur cette question et la majorité de la population mondiale n'a pas de voix dans les médias occidentaux. Cependant, je crois que cela est en train de changer. Avant que j'oublie, je tiens à mentionner que nous avons reçu des critiques pour notre vote.
La situation est complètement différente maintenant par rapport à il y a 9 ou 7 mois. La réaction négative s'est considérablement atténuée et nous constatons beaucoup plus de réponses positives. Ceci est vrai non seulement en Europe et dans le monde, mais aussi en Irlande. Il semble que les gens manquent d'un moyen d'exprimer leurs sentiments. Nous entendons souvent les gens dire qu'ils ne peuvent plus regarder la télévision ou lire les journaux car ils estiment que le contenu est absurde et ne résonne pas avec eux. En conséquence, ils se déconnectent. Cependant, ils expriment un soulagement lorsqu'ils nous entendent exprimer leurs préoccupations. Si nous devions compter toutes ces personnes, elles formeraient sans aucun doute une majorité en Europe. C'est encore un autre exemple de l'échec de la classe politique européenne à représenter ses citoyens. La réaction commune est le choc, avec des affirmations selon lesquelles les gens sont privés de leurs droits et sont susceptibles de la propagande russe. C'est le récit qui nous est constamment imposé. Ce sont les Russes qui le font. Vous faites face à beaucoup de critiques à ce sujet. Toute personne prônant une résolution diplomatique fait également l'objet de critiques importantes. Actuellement, vous figurez sur une liste du gouvernement ukrainien des individus promouvant les récits russes. Je peux fournir des preuves de cela plus tard. Vous êtes sur cette liste aux côtés de personnes comme Mearsheimer et d'autres. Il y a un effort évident pour réprimer toute forme de dissidence anti-guerre, en particulier ceux qui prônent la diplomatie avec l'Ukraine. Cela peut-il continuer? C'était un événement très sinistre qui s'est produit en été. Comme vous l'avez mentionné, c'est une sorte de liste noire internationale. Cette liste a été compilée par le département russe ou ukrainien sous la direction de Zelensky. Des personnalités internationales ont été incluses dans cette liste. Ce sont des personnes qui n'ont aucun accord politique, allant de la droite à la gauche. Lula du Brésil figure sur cette liste, entre autres. La seule chose que ces personnes ont en commun est leur remise en question du récit États-Unis-OTAN sur cette guerre. Les deux accusations portées contre moi étaient d'avoir osé dire que les sanctions nuisent au peuple d'Europe. J'admets cela, je plaide coupable. Il vous suffit d'observer les événements actuels en Europe et l'hiver de mécontentement imminent. Ce sera un hiver froid et coûteux, ce qui confirme cette vérité. Il y a aussi des exemples plus petits. Dans mon pays, un groupe de travailleurs est employé par une société russe de location d'avions. La société a dû fermer en raison des sanctions. Elle avait l'intention de verser à ses employés leurs primes et indemnités de licenciement. Cependant, en raison des sanctions, les travailleurs irlandais ne les ont pas reçues. Il est clair que les sanctions nuisent aux gens ordinaires. Un autre point que j'ai soulevé est qu'il s'agit d'une guerre par procuration. C'est certainement une guerre par procuration. Les États-Unis et l'OTAN ont initié la déstabilisation de la région qui a conduit à la guerre. Ils ont provoqué la situation et ont entravé la paix depuis le début du conflit. Et essentiellement, un climat est en train de se créer où l'on attend des Ukrainiens qu'ils se battent contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est la seule direction vers laquelle cela se dirige. L'idée que la Russie soit vaincue est absurde. Cela peut être un problème important pour la Russie. Certaines personnes pourraient dire que c'est bien fait pour eux et qu'ils n'auraient pas dû faire ça en premier lieu. Eh bien, d'accord, mais réfléchissez à où cela mène. En disant cela, vous sous-entendez vraiment que les gens ordinaires en Russie devraient en payer le prix. Les gens ordinaires en Europe et, surtout, les Ukrainiens ordinaires seront ceux qui subiront le plus les conséquences de cette guerre. Ils seront exposés aux balles, aux tanks et à tout le reste. Et de plus en plus, les Russes ordinaires et les personnes prises au piège en Crimée ou ailleurs seront également affectés. Alors, c'est effrayant. Cette liste est également dangereuse. Nous savons que des listes similaires ont existé par le passé. Par exemple, une jeune journaliste, qui est la fille d'un clerc proche de Poutine, figurait sur l'une de ces listes. Après que son nom soit apparu sur la liste, il était clair que ces listes étaient compilées à une époque où les frontières de l'Europe étaient ouvertes. Tout le monde savait qu'une grande partie des armes distribuées n'étaient pas répertoriées et pouvaient potentiellement être utilisées. Par conséquent, toute personne figurant sur ces listes pourrait potentiellement devenir une cible. C'est une façon de faire taire les opinions divergentes. Cela correspond parfaitement à ce que le gouvernement de Zelensky fait à l'intérieur du pays. En arrêtant des membres de l'opposition, en emprisonnant des journalistes, en détenant des personnes ayant des opinions politiques différentes et en fermant tous les syndicats, cela semble assez autoritaire. Pourtant, on nous dit que c'est une bataille entre la démocratie et l'autoritarisme. Si les Chinois avaient créé une liste similaire, imaginez le tollé que cela aurait provoqué. Si les Chinois avaient créé une liste de personnes européennes, nous aurions eu des réunions d'urgence. Le Conseil de l'Europe aurait été appelé à déclarer cela comme une attaque scandaleuse. Cependant, lorsque cette liste a été publiée, personne n'a vraiment réagi. C'est terrible, c'est choquant. Je m'excuse, j'ai une question complètement différente.
Cela ne peut être répondu que par des spéculations. Mais au Parlement européen, avez-vous plus d'informations que nous sur les attaques contre le pipeline Nord Stream? Circule-t-il des informations supplémentaires ou non? Le problème le plus significatif est le silence étrange qui l'entoure, car nous avons tenté d'aborder ce sujet à plusieurs reprises. Si vous avez besoin de plus de preuves, le fait que personne d'autre ne pose de questions ou ne montre d'intérêt, à part nous, apporte la réponse que vous cherchez. Nous avons exprimé qu'il semble maintenant très peu probable que les Russes détruisent leur propre pipeline. Les dommages environnementaux d'un tel acte devraient susciter une grave préoccupation en Europe. Nous avons même réussi à faire adopter un amendement au Parlement. Je soupçonne qu'il n'était soit pas attentif, soit certains pourraient croire que les Russes sont responsables. Le transcript condamne l'explosion et demande une enquête indépendante. Nous avons pu faire passer cela par une résolution différente en raison des dommages environnementaux causés par la libération de méthane dans l'océan. Cependant, je ne comprends pas pourquoi la Russie serait impliquée. Cela n'a aucun sens, surtout si l'on considère les déclarations précédentes de Victoria Nuland et les déclarations claires de Biden. Biden a déclaré que nous obtiendrions Nord Stream 2 d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr de CUS, mais je suis certain que la Russie n'avait aucun intérêt dans cette affaire. Ce serait complètement stupide de leur part d'être impliqués. Nous avons donc demandé une enquête indépendante. Cela ne signifie pas que les États-Unis disent « Oh oui, nous allons enquêter là-dessus ». Ce n'est pas ce qu'est une enquête indépendante. Cette situation implique un acte de sabotage économique et environnemental. Il a été perpétré sur une propriété en partie détenue par le gouvernement allemand. Pourtant, personne dans l'Union européenne ne semble penser que cela pourrait poser problème. C'est, à bien des égards, la partie la plus alarmante. Les dirigeants politiques en Europe semblent prêts à tolérer un acte de sabotage économique et environnemental sur leur territoire. Ils ne remettent même pas en question. C'est comme si nous avions complètement perdu notre chemin. La dernière question importante concerne le 8e tour de sanctions que l'UE a adopté. Il est très similaire aux sanctions secondaires des États-Unis, qui visent désormais à sanctionner les pays tiers s'ils tentent de contourner les sanctions de l'UE. Est-ce là une autre façon dont l'UE intensifie ses efforts pour exercer une pression sur d'autres pays? Oui, mais je ne suis pas entièrement convaincu qu'ils réussiront cette fois-ci. Vous voyez, ils se plaignent auprès des comités pour les faire bouger. Ces autres pays en Afrique et en Amérique du Sud sont considérablement influencés par la propagande russe. On dirait qu'ils ne soutiennent pas nos efforts de guerre. Et nous répondons. Vous rendez-vous compte que beaucoup de ces pays ont une longue histoire d'intervention impérialiste et de leur propre guerre, qui proviennent de vous et de votre camp? Donc ce n'est pas qu'ils manquent de sympathie pour le peuple ukrainien, c'est juste qu'ils sont conscients qu'il y a eu d'autres guerres dans le passé, certaines encore plus horribles que celle-ci, et vous n'avez pas montré de préoccupation pour elles. Donc, je ne crois pas que ce sera facile pour eux d'intimider les autres, car en fin de compte, la nécessité dicte l'action, et ils continueront à commercer avec la Russie. Je crois que c'est un signe de désespoir. Cependant, je trouve de l'espoir dans la situation actuelle car je sens un changement d'humeur chez les citoyens européens. Ils n'ont peut-être pas encore atteint le point où ils peuvent l'exprimer clairement. Mais comme je l'ai mentionné, les retours que nous avons reçus sont incroyablement positifs. Au cours du week-end, vous avez peut-être remarqué les grandes manifestations en France contre l'OTAN. Des manifestations similaires ont eu lieu en République tchèque. Il y a des mouvements importants en Italie et des débuts de mouvements en Allemagne, même si l'hiver n'a même pas commencé. Donc, je pense que les gens commenceront à remettre en question si cela atteint les résultats escomptés. Par conséquent, je pense que les sanctions devront passer au second plan. Attendons de voir. Je serais ravi si l'initiative du Mexique prenait de l'ampleur. Plus tôt dans l'année, il y a eu des tentatives de conclure un accord de paix, ce qui est intéressant. Poutine a fait référence à ces tentatives dans l'un de ses discours récents. Ces tentatives pourraient être la base d'une voie à suivre. Les Ukrainiens ont proposé une idée en mars, largement ignorée par les médias. Cette idée concernait la neutralité permanente de l'Ukraine sur une base non militaire. La communauté internationale, y compris la Russie, garantirait cette neutralité. Bien que cela puisse sembler étrange, ce ne serait pas une alliance comme l'OTAN. Au lieu de cela, ce serait une structure similaire à celle établie au XIXe siècle pour la Belgique. La communauté internationale dans son ensemble s'est engagée à garantir la neutralité de la Belgique. Cet arrangement a fonctionné pendant 100 ans. Il en irait de même pour l'Ukraine. Une partie de cet accord était que l'Ukraine voulait rejoindre l'UE.
Cela serait facilité et encouragé. C'est un peu comme la situation de la Finlande, où il pourrait être dans l'UE sans représenter une menace militaire pour la Russie. Je crois que c'est la base du progrès. Cela peut arriver si les Ukrainiens sont autorisés à négocier. Je pense aussi que les peuples d'Europe exerceront une pression sur leurs dirigeants. Ce n'est pas une coïncidence si Merkel réapparaît maintenant. Cela se produit parce que l'économie allemande est au bord d'une importante récession économique. Tous les partis politiques sont en crise et ils doivent prendre le contrôle. S'ils ne le font pas, leur propre pays pourrait déraper. Donc, peut-être qu'à partir de ce chaos, nous verrons la fin des sanctions. Il pourrait également y avoir un soutien à l'idée du dialogue, qui est la seule voie à suivre. Ce serait absolument fantastique. Claire, je suis désolé mais je dois te laisser partir car tu as ton prochain entretien. Cependant, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Pascal. C'était agréable de te parler à nouveau. Tout le monde, veuillez suivre Claire Daly sur Twitter. Elle est active là-bas et vous pouvez obtenir du soutien de nombreuses sources. Avant de partir, je tiens à mentionner que mon collègue Nick Wallace et moi-même animons un podcast. Il s'appelle I4C, ce qui signifie Independence for Change, indépendance pour le changement. C'est également le nom de notre groupe. Le titre complet du podcast est I4C Trouble with Daly and Wallace, les problèmes I4C avec Daly et Wallace. C'est un jeu de mots, car cela ressemble à « je prévois des problèmes ». Dans ce podcast, nous discutons de tous les événements du Parlement européen chaque semaine. Nous mettrons tout cela dans la description. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.